Salut les Simpson maniaques, je vous l'avais promis dès la première vidéo de revenir un de ces quatre sur les débuts de la série telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ce jour est arrivé, alors accrochez-vous, on va parler de la première saison des Simpsons. Et c'était un sacré pari pour la chaîne Fox à plusieurs niveaux. Est-ce que ces shorts simplistes pourraient être étendus à des intrigues de 22 minutes qui soient vraiment satisfaisantes? Est-ce raisonnable ce budget de 10 millions de dollars pour 13 épisodes? Est-ce que l'horaire de diffusion en prime time est une bonne idée, quand plus aucune série d'animation n'avait fait un succès dans ce créneau depuis les Pierres à Feu? Eh bien peut-être justement que la jeunesse de la chaîne Fox permettait encore cette prise de risque qu'un network plus ancien n'aurait pas forcément tenté. James L. Brooks a même établi un accord exceptionnel avec eux qui empêche la censure dans le processus de création. La série est donc libre de critiquer la Fox. Et ils en profiteront... un peu dans le futur. Si peu. Ce qui ne veut pas dire que la chaîne avait une confiance aveugle sur le potentiel de la série. Ça aurait été surprenant vu que certains membres du staff en doutaient aussi. La Fox doutait que les gens puissent rester plus de 20 minutes devant un épisode. Du coup, elle souhaitait donc dans un premier temps qu'un épisode soit constitué de 3 courts-métrages de 7 minutes pour faciliter la transition avec les shorts du Tracy Ullman Show. Mais la série a des atouts dans sa manche, comme le fait que beaucoup de gens talentueux travaillent dessus. Danny Elfman qui compose le générique, en seulement 2 jours soit dit en passant. Déjà connu à l'époque en tant que compositeur des films de Tim Burton, notamment les fameux thèmes de Beetlejuice et Batman. Il y a déjà une belle équipe de scénaristes qui prouveront leur talent dans le futur. D'ailleurs, c'est amusant de constater que la légende de Matt Groening qui crée chaque épisode perdure, alors que dès la première saison il a très peu écrit. Et puis la série accueille quelques pointures de l'animation, notamment Dan Askett. Dan Askett qui fera entre autres le design de Moe et Barney. C'est un vétéran dans ce domaine, il a travaillé pour plusieurs Disney réputés par exemple. Mais le premier épisode... non, c'était une soirée d'enfer au départ, une soirée d'enfer et qui était une catastrophe. Quand il est revenu de Corée où est réalisée l'animation, on avait le droit à des joyeusetés comme ça. Il a dû être renvoyé pour être corrigé autant que possible. Mais autant que possible, ça ne veut pas dire à 100% et il restera quelques soucis dans le rendu final. Heureusement, les autres épisodes n'avaient pas le même rendu. Le casting, même si vous n'êtes pas très familier avec la VO, vous le connaissez un peu si vous avez vu mes premières vidéos. Ouais, c'est ça, vas-y, fais-toi de la pub. Mais nous avons aussi Harry Shearer, Hank Azaria et Pamela Hayden. Et plusieurs acteurs sont partis en cours de saison, principalement Christopher Collins, qui doublait à l'origine Monsieur Burns pour 3 épisodes et Moe pour 2 épisodes. Finalement, il s'est concentré sur sa carrière de comique, et puis, de toute façon, il est mort en 94. Ambiance. Quoi qu'il en soit, le 17 décembre 1989 est diffusé Noël Mortel, seul épisode diffusé dans les années 80. Quand on y pense, oui, la série a bel et bien connu cette décennie. Les années 80, tout ça... Le succès est quasiment immédiat. L'épisode introduit beaucoup de personnages et contient le premier fait important de la série, les Simpsons adoptent Petit Papa Noël, qui va devenir le chien de la famille et qui est toujours présent. D'ailleurs, le staff a reçu des tonnes de courriers de gens mécontents avec les années. Mais pour le coup, des gens ont écrit au staff pour les remercier d'avoir parlé des chiens de course abandonnés quand ils ne sont plus performants, ce qui est souvent la triste réalité. En plus d'être déjà assez marrante, et il y aura encore de la progression, la série pour l'époque est assez anticonformiste. Voir les aventures d'une famille dysfonctionnelle dans la dèche qui se dispute fréquemment, on est loin de la petite maison dans la prairie. C'est sans doute ce qui l'a boosté. Regardez, je sais que ça paraît banal aujourd'hui vu tout ce qu'Homer a volé, notamment à Ned, mais à l'époque, les scénaristes ont vraiment hésité à lui faire voler le sapin. Et dans Un clown à l'ombre, la soirée diapo de Patty et Selma, au départ, elles montraient une photo où elles étaient arrêtées pour avoir ramené de l'héroïne du Mexique, mais la scène a été coupée. C'est notamment pour atténuer les critiques qu'il y aura la petite morale de Bart à la fin de Terreur à la récré. Et ils avaient pensé un temps à terminer d'autres épisodes sur une leçon de morale de Bart, en reprenant la même séquence et en changeant juste l'animation de la bouche. Je suis moyennement fan de l'idée pour Terreur à la récré. D'autant que, quitte à le faire, ce n'était pas l'épisode de la saison où c'était le plus nécessaire à mon sens. Mais surtout, je pense que si une série tient vraiment à mettre une morale, il y a moyen pour un bon scénariste de la glisser plus subtilement dans l'épisode même, et pas à la fin en mode Sonic Size. Je veux dire, imaginez le délire avec certains autres épisodes. Bonsoir tout le monde. Contrairement à ce qui a été montré aujourd'hui, c'est pas cool de bosser pour la mafia après l'école. Alors surtout, souvenez-vous les enfants, tenez-vous éloignés des parrains de la mafia. Allez, à plus les mecs. Une importante leçon pour la jeunesse. Alors c'est vrai que la première saison a pris un coup de vieux. La technologie vue dans les épisodes, les vêtements des personnages, les références. Outre ça donc, l'animation, les décors, même si c'est bien meilleur que dans les courts-métrages du Tracy Ullman Show, il est difficile de nier que ça a mal vieilli. Les scènes de foule notamment, what? Mais ne soyons pas trop durs avec la série, il faut reconnaître que quand on voit la norme des séries d'animation américaines à succès dans les années 80, eh bien la saison 1 est un peu au-dessus de la moyenne. C'était avant que certaines séries d'animation, merci, placent la barre plus haut.
Autre point qui souligne l'âge de la série, le générique de cette saison. Il est long. C'est encore le cas aujourd'hui, surtout avec la manie des gags du canapé interminable de ces dernières années. Mais disons que jusqu'au gag du canapé, c'est quand même 1 minute 14. Et ce clone de Bart... attendez, un clone de Bart? Un clone de Bart siamois? Ça fait 3 clones de Bart? Coïncidence? Je ne crois pas. Non, en fait, j'en sais rien. Mais donc, dans ces premiers épisodes, on retrouve plein de choses qui feront l'attrait de la série. Des gags mémorables, des épisodes mémorables, de l'émotion, des voyages, des twists scénaristiques, et beaucoup de personnages secondaires dont on peut dégager plusieurs types. Il y a ceux qu'on aime, appelés à rester, bon vous les connaissez, hein. Il y a ceux apparus plusieurs fois, mais dont on a un peu rien à foutre. Il y a ceux déjà condamnés à disparaître comme Marvin Monroe, inspiré du psychologue David Viscott qui avait une voix agaçante. Harry Shearer détestait doubler ce personnage car ça lui cassait la voix. Il y a ceux qui ont ensuite un peu changé. Ah bah tiens il est noir. Ah bah tiens il est blanc. Pour le premier c'est une erreur sur le Matt Groening. Pour le deuxième, je crois que c'est comme le juge Schneider, c'était un peu en mode Osef. Et enfin les personnages importants le temps d'un épisode mais qui ne se repointeront que de temps en temps, comme Tighty Bob ou encore le cas de Jack. Il n'a pas disparu de la série mais on l'a revu que vite fait par-ci par-là. Un épisode important marche par la boule, bien qu'il ne soit pas nécessairement le meilleur de la saison, c'est le premier des 179 épisodes où le couple Homer-Marge va battre de l'aile, et traité avec un grand sérieux. D'ailleurs, pour info, Albert Brooks, qui interprète Jack en VO, a improvisé pratiquement toutes ses répliques. Il en a enregistré plus de 3 heures. D'ailleurs, au départ, Jack n'était pas français. Il s'appelait Bjorn et il était suédois. Probablement une référence au tennisman Björn Borg. Et le titre c'était Born to be Wild, en référence évidemment à la chanson Born to be Wild. Mais la saison 1 aime utiliser les français. En témoigne naturellement L'espion qui venait de chez moi, rempli de gags rigolos qu'on ne note pas forcément au premier visionnage, genre l'orthographe, ou certains qui ne sont pas passés à la traduction française. Car oui, même si César et Hugolin, tirés des personnages éponymes des excellents livres Jean de Florette et Madame des Sources de Marcel Pagnol, parlent français en VO, ils ne sont pas doublés en français, et la VF du coup les a redoublés. Regarde, je te parie que ça va même pas le rendre aveugle. Mais il pleut. Est-ce qu'on peut attendre à faire le vent demain? On a déjà perdu 3 jours. Le seul personnage vraiment compréhensible, c'est le policier. Excusez-moi, je ne parle pas anglais. Je suis désolé. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider. Même si c'est un côté un peu trop mécanique et peu naturel, au moins on comprend. En bref, malgré son aspect daté aujourd'hui, la saison 1 a été un très gros succès d'audience et critique. On commence à la voir partout, en couverture de magazines, dans des films, et sortent une foule de cochonneries avec leur tête dessus. C'est aujourd'hui un classique absolu. Avec cette saison, leur notoriété explose et l'impatience d'une prochaine saison grandit pendant l'été, au point que le premier épisode de la saison 2 fera un carton monumental. Mais ceci est une autre histoire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui les loulous. On reviendra un de ces jours sur la saison 2, mais je vais privilégier d'autres sujets pour les prochaines. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans environ 10 jours pour le 5e numéro de Parlons Simpson. Ciao, à plus! Coïncidence? Je ne crois pas.